Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et je vous présente Dominique. Dominique, notre expert électricien, va être notre conférencier d'aujourd'hui. Dominique, je te laisse commencer. Eh bien, bonjour et merci d'être encore aussi nombreux pour le deuxième webinaire organisé par Schneider Electric. Je fais partie d'une série de 4. Le thème du jour que nous allons voir ensemble est le véhicule électrique et les opportunités de ce marché. Donc, je pense que tout le monde voit parfaitement bien mon écran. Je vais donc commencer par me présenter, puisqu'on m'a demandé de le faire. Alors, qui suis-je? Ce serait trop long de vous expliquer qui je suis en si peu de temps, mais disons que ce qui va me caractériser, c'est notamment que je suis un installateur, un électricien comme la grande majorité de vous tous et vous toutes qui m'écoutez. Donc j'ai créé une société en 2005 dans laquelle, bien évidemment, au bout d'une quinzaine d'années d'exercice, j'ai bifurqué dans des spécialités qui sont entre autres la domotique, les IRVE. Alors ça me permet de vous parler de cet acronyme immédiatement. IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge des véhicules électriques, donc c'est le thème du jour. Je vous ai mis à côté du IRVE une petite flèche bleue pour vous montrer le bureau dans lequel je travaille quand je paramètre et que je programme des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, chers collègues, je pense qu'on a à peu près tous le même bureau, peut-être pas tous la même couleur de casque, mais on a à peu près le même fourgon. Je suis également spécialisé dans les tableaux communicants et le bâtiment connecté. Alors, qu'est-ce qui me passionne? Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologique, l'efficacité énergétique en particulier, et puis aussi la transmission des connaissances. C'est pour ça que je vous ai mis un petit smiley à côté de ce thème-là. Et c'est donc bien pour cela que je suis avec vous aujourd'hui également. Comment est-ce que nous allons procéder pour ce webinaire? Eh bien, vous allez pouvoir poser des questions d'ici une vingtaine de minutes, puisque nous sommes ensemble 45 minutes environ. Et au bout de 20 minutes de présentation, je vais vous laisser la parole, ou plutôt le clavier, puisque vous allez pouvoir poser vos questions via le chat, avec une petite particularité. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer votre question au destinataire qui s'appelle All Panelists. Est-ce que vous aurez des réponses à toutes vos questions? Oui, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Les réponses, je pourrais vous les donner en direct et en direct live si ça rentre dans le temps, dans les 25 minutes qui leur seront consacrées. Sinon, toutes les questions seront enregistrées et nous vous répondrons individuellement à chacune des questions que vous pourrez retrouver sur un espace dont on vous donnera le lien, je pense, dans le chat. Ce webinaire sera disponible en vidéo, en replay d'ici quelques jours. Vous avez des problèmes pour accéder à l'audio, eh bien vous ne m'entendez pas. Si vous avez des problèmes pour l'audio ou vous lisez peut-être ce message, donc il y a un petit message pour vous en bas de cet écran. Alors si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous avez des problèmes techniques, oui, n'hésitez pas à les poser via le chat. Il y a un administrateur qui va s'occuper de vous répondre. Alors, les véhicules électriques, de quoi parle-t-on quand on parle de véhicules électriques? Pour en parler, et plus les véhicules électriques sont nombreux, sont divers. Donc on va commencer bien évidemment tout simplement du petit jouet électrique et puis on va aller jusqu'au bus et au camion. Aujourd'hui, la totalité des véhicules quasiment est touchée, on va dire, par le phénomène électrique, y compris les bateaux d'ailleurs. C'est pour cela que je vous ai mis un moteur électrique maintenant pour les motos notamment. Il est important, quand on arrive sur ce marché, de bien distinguer les 3 grandes catégories de véhicules électriques. Donc la première catégorie s'appelle le véhicule électrique. Son acronyme c'est VE, vous allez le retrouver un peu de partout. La définition du véhicule électrique, c'est du 100% électrique. On va avoir une motorisation avec un moteur électrique qui lui-même est alimenté par une batterie qui bien évidemment contient l'énergie. Et cette batterie, il va falloir la recharger et cela va se faire via une prise de recharge. Ensuite, la deuxième catégorie de véhicules s'appelle le véhicule hybride rechargeable. Donc le véhicule hybride rechargeable, il a une particularité, c'est qu'il possède 2 motorisations.
un moteur thermique, comme celui que vous connaissez sur vos voitures thermiques actuellement, avec une énergie plutôt carbonée, diesel ou essence. Et puis, vous allez avoir en parallèle un moteur électrique, une batterie et également une prise de recharge, tout comme dans le véhicule électrique. Donc, ce sont des véhicules qui sont bi-énergie. Et le troisième, il faut connaître, mais qui ne va pas nous intéresser particulièrement, vous allez voir pourquoi, son nom est le suivant, hybride non rechargeable. Donc, c'est le même que le véhicule hybride rechargeable dont on vient de parler, mais avec une spécificité, c'est que l'alternateur interne à la voiture permet de recharger la batterie pendant le roulage du véhicule. Donc, s'il est non rechargeable via une prise de recharge extérieure, bien évidemment, il ne va pas beaucoup nous intéresser. Il n'aura pas besoin de borne de recharge. Ensuite, un slide pour vous expliquer d'où vient l'idée du véhicule électrique. Donc l'idée même, elle vient de très loin, puisque le premier véhicule électrique, il a été conçu juste au début des années 1900, mais disons qu'il est revenu sur le marché avec une vraie qualité et une vraie certitude de pouvoir circuler avec et sur un nombre de kilomètres suffisamment conséquent. Mais tout cela part quand même du protocole de Kyoto, dont l'idée a démarré en 1974, je crois, après le premier choc pétrolier. On est passé par plusieurs étapes que je vous décris dans la partie droite ici, dans la présentation. Donc la transition énergétique, décliner le développement durable que tout le monde connaît, la mobilité durable, l'écomobilité, pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'électromobilité. Donc vous voyez que le véhicule électrique, il n'est pas né d'un chapeau il y a quelques années, ce n'est pas une mode, c'est une conséquence de décisions stratégiques qui ont été prises de manière politique. Et pour vous montrer à quel point c'est un véritable enjeu, sur la petite barre de progression que je vous ai mise verticalement, vous allez voir qu'en 2040, je ne sais pas si vous êtes nombreux à le savoir, mais en 2040, l'Assemblée nationale française a décidé la fin de la vente des véhicules à carburant fossile. Donc dans cette phrase, il faut entendre essence, diesel et gaz naturel. Et la France, là encore, n'a pas sorti de baguette magique particulière, puisque plus de 10 pays ont pris la même décision, qui entrera donc en vigueur entre 2025 et 2050, avec des aménagements un peu particuliers, peut-être un peu différents de ceux de la France, mais tout le monde va dans ce sens-là, en tout cas pour au moins 10 pays. Il faut savoir aussi que la ville de Paris, pour l'instant, ça n'est pas acté, mais elle vise la fin des véhicules diesel pour 2024. Donc 2024, c'est après-demain, c'est l'après-confinement, et la fin des véhicules à essence pour 2030. Je pense que quand on part sur des enjeux aussi importants, les bases doivent être relativement solides et comme je vous l'ai déjà dit, ça n'est pas du tout une mode. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous importons 99% de notre consommation d'énergie fossile. Donc au niveau indépendance énergétique, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. La part des transports dans cette consommation d'énergie fossile est d'au moins 70%. Alors, quand on dit part des transports, sachez que sur le sol français circulent à peu près, en moyenne, 34 millions de véhicules au total. Je ne sais pas si vous imaginez l'importance de tout ça. Dernière raison de passer à l'électrique, le prix du pétrole brut sera multiplié par 2, et je pense que le chiffre est faible, d'ici à 2050. Alors, pour ne pas commencer avec de fausses idées, le pétrole ne va pas être 2 fois plus cher parce qu'il va être rare. En fait, sachez que nous n'avons pas aujourd'hui puisé plus de 50% des réserves de pétrole actuelles. Par contre, nous avons puisé la première couche. Donc, pour aller chercher la deuxième couche, qui se trouve très très loin, maintenant à plusieurs kilomètres, il va falloir mettre en jeu d'importants moyens financiers et c'est sans doute pour cela que le prix va augmenter. Pas parce qu'il est rare, puisque, comme je vous le dis, il en reste encore plus de 50%. Et puis un objectif qui est central dans la présentation, qui est ici, eh bien cet objectif, c'est d'aller vers moins 30% d'énergie fossile pour 2030. Ça, c'est un objectif qui est assez général.
Donc, une des solutions pour aller vers cet objectif, eh bien, c'est d'aller vers le véhicule électrique. Ce véhicule électrique, il devrait, d'après les projections, générer à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par rapport à la filière de fabrication des véhicules. Donc, il n'y a a priori pas de raison de penser que le véhicule électrique va tuer de l'emploi, puisqu'il devrait transférer cet emploi de l'énergie fossile vers l'énergie électrique pour la fabrication des véhicules. Encore quelques chiffres. Je pense que c'est important de connaître un petit peu ces chiffres et poser la situation correctement. Pourquoi vous intéressez à ce marché, au marché français en particulier? Eh bien, si vous regardez ces deux graphiques, vous allez voir, par exemple, qu'en décembre 2019, se sont vendus plus de 4800 véhicules électriques. C'est très important. Vous verrez qu'on est sur une moyenne qui oscille entre 2000 et 4000 chaque mois de l'année. Et vous allez voir, les progressions sont très importantes. Si maintenant, on regarde l'évolution des immatriculations, on va voir que dans la part du véhicule électrique, eh bien, vous avez le véhicule électrique pur dont on a parlé tout à l'heure et le véhicule électrique hybride qui ont une belle part du marché. Ça, c'est important de le savoir aussi. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'installer des bornes de recharge pour un grand nombre de clients. Regardez par exemple le mois de mars. Au mois de mars de cette année, 2020, nous avions déjà atteint 50% de l'objectif qui avait été réalisé en 2019. Donc vous imaginez la progression de ce marché. Encore une fois, pour bien se situer par rapport à ce marché, de 2018 à 2019, la part de marché du véhicule électrique a progressé de 37%. Je ne connais pas beaucoup de marchés qui progressent à deux chiffres à ce point-là, tous les ans. En 2020, c'est-à-dire début 2020, nous avons atteint la belle somme de 200 000 bornes privées installées, donc bornes privées chez les particuliers ou dans le résidentiel collectif. En mois de février, nous avions totalisé 300 000 véhicules électriques sur le parc français. Et en décembre 2019, il y a eu un record de vente de véhicules électriques qui a atteint les 5 000 véhicules au mois de décembre. Parmi ceux-ci, on peut observer que les véhicules les plus vendus aujourd'hui sur le marché français sont la Renault Zoé, la Peugeot i208 et la Tesla Model 3. Qu'est-ce qui va nous aider dans ce marché potentiel du véhicule électrique? Eh bien, plusieurs choses. La première, et qui est très importante, c'est que le législateur a défini une obligation qui s'appelle le droit à la prise. C'est-à-dire que toute personne qui possède un véhicule électrique, bien évidemment, s'il est dans une condition d'habitation privée, il n'a pas de questions à poser. S'il veut s'installer une borne de recharge, il s'installe une borne de recharge, il est dans son domaine privatif. Par contre, tout utilisateur d'un véhicule électrique qui est dans une copropriété, qui réside dans une copropriété ou un habitat collectif, peut poser son droit à la prise et on ne peut pas s'opposer, c'est-à-dire la copropriété ne peut pas s'opposer, le syndic ne peut pas s'opposer à cette demande, à quelques conditions. Il faut d'abord que la résidence soit dans un immeuble comprenant un parc de stationnement clos et couvert. Donc là, on parle plutôt de garage en sous-sol, par exemple. Il est impératif que la borne de recharge soit équipée d'un système de comptage qui permette la facturation individuelle. Alors attention, en France, on n'aime pas et on n'a pas le droit non plus de parler de facturation individuelle d'une consommation électrique. On ne doit pas facturer des kilowattheures, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je parle de facturation de consommation. On le fait par d'autres systèmes, vous le savez comme moi. Et l'installation doit concerner une borne de recharge normale. Alors le législateur n'a pas vraiment défini ce que c'était qu'une borne de recharge normale. Mais en tout cas, si vous avez un client qui a un véhicule électrique et qui vous dit « moi, je voudrais la borne la plus grosse du marché parce que j'ai une Tesla et j'ai besoin de 280 kW de charge »,
Vous imaginez un petit peu ce que ça peut faire sur les communs de l'immeuble, donc on reste raisonnable par rapport aux puissances. Et on a de nouvelles possibilités maintenant, c'est que la copropriété et son syndic sont obligés d'étudier l'opportunité, c'est la petite phrase qui est ici, sont obligés d'étudier l'opportunité de l'installation de bornes de recharge dans la copropriété. Donc on va dire que le train est lancé par rapport aux droits et aux obligations. Je vous ai mis un petit encart par rapport aux aides qui sont possibles pour l'installation d'une borne de recharge. Donc, sachez que ces aides évoluent souvent. Donc, je vous conseille, si vous entrez dans ce marché, de régulièrement aller vérifier où en sont les aides. Vous avez un site qui est celui de l'ADEME, qui est très bien fait pour ça. Et aujourd'hui, à la date à laquelle on parle, un propriétaire d'une résidence principale, donc qu'il soit en collectif ou qu'il soit en privatif, peut obtenir, s'il en fait la demande, un crédit d'impôt de transition énergétique qui est un forfait de 300 €. À l'heure actuelle, l'année dernière, on était sur 30% du coût de l'installation. Cette année, on est passé à un forfait de 300 €. En cas d'immeuble collectif, vous avez un organisme qui s'appelle Advenir, qui propose une aide de 50% qui concerne la totalité de la borne. Avec, vous avez vu des paliers que je vous ai marqués ici. Donc, vous avez des paliers entre 600 et 960 € pour les bornes individuelles et de 1300 à 1660 € pour les bornes dites partagées. On expliquera peut-être, s'il y a des questions là-dessus, ce que c'est qu'une borne partagée. Et puis, de nombreuses villes et de nombreux départements, et plus, apportent aussi des aides financières au cas par cas. Là, il faut vraiment aller directement sur les sites de ces collectivités pour avoir le détail. Encore quelque chose qui va nous aider dans les politiques publiques pour les constructions neuves depuis 2016, avec un décret qui est passé en application en tout début 2017. Il y a pour toutes les constructions neuves obligation pour, on va dire, l'architecte, le constructeur, de prévoir une infrastructure prête à recevoir tout ce qu'il est nécessaire, c'est-à-dire des câbles, des emplacements, des bornes, pour pouvoir faire de la recharge véhicule électrique. Un petit distinguo entre les parkings de moins de 40 places et les parkings de plus de 40 places. Je ne vais pas vous faire le détail de tous ces chiffres, mais si on prend ne serait-ce que 75% des immeubles de plus de 40 places doivent avoir une infrastructure prête à fournir l'énergie pour 75% des places, ça nous fait quand même de belles opportunités d'installer des bornes. Alors, sachez que le législateur, pour l'instant, ne parle que d'infrastructure. Donc, d'infrastructure, on entend les fourreaux, les chemins de câbles, tout ce qui permet d'acheminer. Un TGBT qui est dimensionné par rapport au nombre de places et aux puissances qui seraient envisagées, bien évidemment. Donc, globalement, dans un immeuble de plus de 40 places de stationnement, si on doit installer une infrastructure pour 75% de ces places, le TGBT des communs qui fait 6 kVA, c'est terminé aujourd'hui. Et il est prévu que les passages de câbles doivent faire un minima 100 mm². Ça va vous paraître peut-être un petit peu timide que ça ne soit limité qu'à l'infrastructure, mais c'est une belle porte ouverte. Alors là, c'était le marché, c'était les opportunités. Donc maintenant, vous allez avoir des obligations tout simplement parce que la recharge du véhicule électrique, c'est quelque chose de très sérieux. Avant de vous parler de l'habilitation, j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui une borne de... Oui, pardon? Quelqu'un m'appelle, non? J'ai entendu des voix. Peut-être voir arriver des moutons, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, si on considère, par exemple, une borne de recharge dans un garage privatif d'une puissance de 7 kW, eh bien, ça va devenir l'élément électrotechnique le plus consommateur de la maison. Parce que cette borne, si elle doit recharger, par exemple, une Zoé d'une batterie de plus de 40 kWh, eh bien, elle va à peu près travailler pendant 7 heures, cette borne. Donc, pendant 7 heures, il y a 7 kW qui vont transiter par la borne de recharge qui est dans le garage, avec plusieurs conséquences. En général, ça se passe la nuit, personne ne surveille. C'est dans un garage, donc normalement, on n'est pas dans son garage. On n'entend pas, on ne voit pas ce qui se passe.
et ça va correspondre exactement à une plaque de cuisson vitrocéramique. Les 4 feux allumés pendant 7 heures. Donc vous voyez que la distribution de cette énergie, la protection de la distribution de cette énergie ne peut pas se faire autrement qu'avec du matériel fait pour ça, conséquent, certifié, et des installateurs qui ont pris conscience de tous ces problèmes techniques. Et voilà pourquoi, sans doute, l'habilitation est obligatoire. Donc ce dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire l'habilitation, elle dépend d'un décret, et quand il y a un décret, il y a derrière un texte de loi. Donc l'habilitation n'est pas une option, ça n'est pas un label de qualité, comme le label QualiPV pour ceux qui ont pu faire du photovoltaïque. C'est une obligation de détention de cette habilitation pour pouvoir installer des bornes de recharge. Donc, cette habilitation, elle est délivrée par 2 organismes actuellement en France, un qui s'appelle Qualifelec et un qui s'appelle AFNOR. Pour pouvoir obtenir cette habilitation, vous avez 2 grands thèmes à suivre. Le premier qui est une formation spécialisée, dispensée par des organismes tels que Schneider Electric, par exemple, ou d'autres. Ensuite, quand cette formation est suivie, elle se termine par un QCM, donc elle n'est pas acquise sous prétexte qu'on est venu s'asseoir 1 ou 2 jours à un bureau. Il va falloir prouver qu'on a tout compris. Une fois qu'on a la formation et qu'on a son QCM, eh bien, on va présenter un dossier d'habilitation chez Qualifelec ou AFNOR. Vous avez une démarche à faire, une démarche administrative. À côté de cette habilitation, vous avez la normalisation qui va vous contraindre aussi, c'est-à-dire que la norme NFC 1500 parle aujourd'hui des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc vous le voyez ici, on a vu apparaître depuis l'amendement A5 de cette NFC 1500 que dans le calcul du calibre des appareils différentiels, eh bien, quand on utilise la méthode aval pour le calcul, on prend en compte un coefficient 1 pour la recharge du véhicule électrique. Donc le véhicule électrique est considéré comme un élément très consommateur, comme je vous le disais. Et ensuite, on a un type de différentiel imposé et spécifique pour la recharge des véhicules électriques. Alors, ces formations dont je viens de vous parler, elles vont passer par 3 types de qualifications. Le premier type, il s'appelle Q1, vous avez ensuite Q2 et ensuite Q3. Vous voyez par les petits dessins qu'ils concernent des domaines particuliers. Vous avez ici, et je vous incite à bien tenir compte de ce tableau des puissances. Vous avez ici des tableaux de puissance qui correspondent à la qualification. Alors, je ne vais pas faire le détail de tout ce qui est en dessous, mais sachez par exemple que si vous passez une formation correspondant à l'habilitation Q1, eh bien, vous ne pourrez pas poser des bornes de recharge de plus de 11 kW au niveau de la prise de recharge. Donc, regardez bien quel marché vous visez. Regardez bien vos clients, est-ce que ce sont des clients résidentiels, est-ce que ce sont des clients tertiaires? On ne va pas avoir les mêmes puissances dans le tertiaire ou dans l'industrie que dans le résidentiel. Donc visez bien la bonne qualification. Et comme, par exemple, si vous suivez une qualification chez Schneider Electric, la qualification correspondant à Q2 englobe également Q3, donc c'est un package complet chez Schneider. Et quand vous passez la formation Q2, Q3, vous avez d'office la compétence Q1. Donc, je vais avoir tendance à vous inciter à ne pas passer, en tout cas chez Schneider Electric, forcément la qualification Q1, sauf si vous avez de petits marchés, vous ne voulez faire que du résidentiel, vous savez que vous n'irez jamais au-delà de 11 kW. C'est quand même très rare 11 kW dans le résidentiel, hein. Vous devez voir pourquoi. Mais si vous ne savez pas vraiment encore sur quel marché vous vous destinez, ou si vous voulez vraiment aller vers une activité importante en borne de recharge, passez directement la totale, c'est-à-dire Q2, Q3. Alors, quel va être votre rôle? Eh bien, on va avoir un rôle très intéressant avec le véhicule électrique parce qu'on va, comme on le dit souvent en électricité, on va aller un tout petit peu plus loin que le fil rouge sur la bande rouge et le fil bleu sur la bande bleue. On va d'abord avoir dans le cadre bleu de ce slide quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais installateur de bornes de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui mon chiffre d'affaires, ce qui fait les clients que j'ai fidélisés et ce qui fait mes nouveaux contrats,
c'est essentiellement l'avant-vente, l'analyse et le conseil, puisque aujourd'hui, très très peu de gens comprennent et connaissent tous les tenants et tous les aboutissants de la recharge des véhicules électriques. Donc on a un rôle d'avant-vente qui enfin prend de l'importance et qui enfin est intéressant. Si on comparait ça à l'installation électrique d'une maison d'habitation, eh bien, pour cette installation, on a une NFC 1500 qui nous impose des choses et si on n'en sort pas, on peut passer directement à l'installation, à la réalisation. En recharge des véhicules électriques, c'est impensable. Les clients ont vraiment besoin qu'on les aide à avant-vente, on a une très belle partie à jouer. Ensuite, bien évidemment, on a la réalisation et la maintenance. Conception, on peut aussi avoir de très très belles installations. Moi, j'ai réalisé des installations, par exemple, en installant des systèmes de supervision de bornes de recharge pour plus de 15 bornes, de chacune 2 prises. Donc au total, ça fait 30 prises de recharge à gérer via un automate. Donc, vous voyez qu'en étude et conception, si on veut, on peut aller très très loin. Qu'est-ce que je vous propose avec la... Ben, vous voyez, par exemple, l'image que vous voyez ici, c'est une partie du parc dont je viens de vous parler, qui se trouve sur la centrale nucléaire de Fessenheim, pour ne pas la citer. Donc, sur quoi va pouvoir jouer l'installateur? C'est votre entreprise, qu'est-ce qui va l'intéresser? Eh bien, c'est d'une part l'enrichissement de l'activité, c'est-à-dire on va pouvoir aller travailler sur des produits plus intéressants avec une belle conception, et surtout une action de conseil d'avant-vente, comme je vous le disais, prépondérante. Et puis, je vais remettre mon oreillette. Et puis ensuite, dans ce qu'on appelle l'élargissement de l'activité, eh bien, plus vous allez avancer dans la technologie des bornes, vous allez commencer par installer sans doute des bornes résidentielles, puis ensuite, on va vous demander des gestions des accès avec des badges ou de la refacturation. Et puis un jour, on va vous parler de gestion de l'énergie, il va falloir installer peut-être un automate, un réseau de communication peut-être. Vous allez voir que de nombreuses bornes peuvent communiquer par les réseaux locaux. Et puis ensuite, vous allez avoir la gestion d'un parc de bornes. Donc ça devient très intéressant. Donc en termes d'élargissement de votre activité, vous êtes parti avec ce business-là sur une autoroute dont les voies vont s'élargir de plus en plus. Eh bien, je pense avoir tenu le temps. J'ai peut-être fait un petit peu plus long que ce que je vous avais annoncé. Me voici arrivé dans la section questions et réponses. Donc, je vais vous laisser la parole. En tout cas, le clavier, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons à peu près 25 minutes à consacrer à vos questions-réponses. Bonjour à tous, je suis Gilles Gruffat. Donc, je vais être vos relais par rapport aux questions que vous m'avez déjà fait passer par le chat et j'imagine que vous allez continuer à faire passer comme cela. Alors, Dominique, première question. Quand on est, j'imagine, c'est moi qui interprète peut-être la question, mais quand on est dans un parking connectif, quelle est la puissance conseillée ou obligée ou autre par place, 7, 9, 12 kW, autre? Alors, aujourd'hui, même si on commence à sentir des prémices de valeurs qui pourraient être fixées, aujourd'hui, on a plutôt des directives. Donc, quand on est dans un parking collectif, quand on fait la partie étude, on commence par chercher à savoir combien de personnes vont désirer des bornes de recharge véhicules électriques et immédiatement derrière, on va se poser la question de quel est le temps qu'ils vont pouvoir consacrer à cette recharge. Comme il y a une relation très directe entre la puissance d'une borne de recharge et le temps qu'elle va mettre pour recharger un véhicule, si on part sur le principe qu'on est sur une batterie moyenne et générale d'environ 22 kWh, donc on va chercher à savoir quel est le temps consacré à la recharge. Si on est en résidentiel collectif, normalement, on a au moins 7 heures de temps de recharge devant nous. Donc c'est comme cela qu'on va pouvoir proposer des puissances à nos clients. Alors, aujourd'hui, si je prends une batterie de 22 kWh et que je mets une borne de recharge de 4 kW en face de cette voiture-là, il va me falloir un tout petit peu moins de 8 heures pour recharger la voiture, donc je suis cohérent avec le fait d'être en résidentiel collectif. Maintenant, dans ce résidentiel collectif, il y a peut-être des utilisateurs finaux qui vont avoir des véhicules très puissants
très gourmands en termes de charge, comme les Tesla 3 par exemple. Donc là, on va pouvoir faire du cas par cas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de puissance imposée. À part nos amis d'Enedis qui nous répètent en permanence « Allons doucement, n'installons pas du 22 kWh de partout pour toutes les voitures et du 22 kW de recharge en face parce que ce n'est pas forcément utile et pas très bon pour le réseau. » J'espère avoir été clair, Gilles. Je pense que c'était très clair, merci. On reste sur le parking collectif et l'habitation collective avec une question sur l'alimentation de la borne de recharge. Doit-elle se faire depuis le compteur des parties communes ou peut-on créer un compteur EDF individuel pour le copropriétaire concerné? Alors, de manière générale, on va plutôt se placer sur l'alimentation des communs, on va dire des communs par exemple du garage en sous-sol, puisqu'il existe. On va bien évidemment tout de suite tomber sur une problématique de puissance d'abonnement. L'abonnement est en général de 6 ou de 9 kVA. 6 ou 9 kVA, si ça doit desservir 2 ascenseurs, l'éclairage et la porte sectionnelle du garage, on ne pourra pas installer de borne de recharge. Donc là, on va être obligé de faire une demande d'augmentation d'abonnement. En général, ça marche plutôt bien. Moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Faire installer un point de comptage spécifique, enfin un point d'alimentation, pardon, par Enedis spécifique à la recharge des véhicules électriques, a priori, dans le cadre d'Enedis, un abonné particulier ne peut pas avoir 2 abonnements. Donc il faudrait que ça soit un abonnement demandé par la copropriété elle-même, en plus, donc en parallèle de celui des communs, qui sera réservé à la recharge des véhicules électriques. On va peut-être très très vite sur de la puissance surveillée. On ne sera plus sur de la puissance limitée. Alors là, je parlais tarif jaune, tarif bleu. Ok, merci. Toujours sur les puissances des bornes, certains constructeurs de véhicules électriques annoncent 50% de recharge en une demi-heure. De quel type de borne s'agit-il dans ces cas-là? Alors, 50% de la recharge en une demi-heure, je ne connais pas vraiment ce chiffre. Je pense qu'il a peut-être 2 origines, ce chiffre. Première origine, on parlerait plutôt de ce qu'on appelle la recharge rapide. La recharge rapide est délivrée par des bornes dont la puissance en alternatif est de 43 kVA et de 50 kVA en courant continu. Et là, on va dire que la norme a quasiment défini qu'il ne fallait pas dépasser 80% de la recharge et qu'on pouvait l'obtenir en 12 minutes. Alors, je ne sais pas si je dois mettre ces chiffres-là en parallèle de ta question, ou si des constructeurs annoncent de nouvelles performances en termes d'électronique de puissance pour la recharge des véhicules. Mais quand on dit 50% de la batterie en 10 minutes, tu as dit, c'est ça? En une demi-heure. Alors, 50% de la recharge de la batterie en une demi-heure, ça voudrait dire, si on fait une simple règle de 3, qu'on aurait 100% de la recharge en 1 heure. Mais 100% de la recharge en 1 heure, ça dépend beaucoup de la capacité de la batterie elle-même. Vous avez des batteries de 16 kWh et puis vous avez des batteries de 50, 60, 80 kWh aujourd'hui. Donc il y a quelque chose, est-ce que la question pourrait être précisée, voilà, pour que je puisse vraiment y répondre mieux? Ok, ouais, c'est plus un argument commercial peut-être que réellement technique, effectivement. Mais je voudrais être précis dans ma réponse, mais je manque de base en fait pour répondre. C'est logique. J'ai quelques questions qui tiennent à la qualification, habilitation. Beaucoup de questions tournent sur est-ce que cette qualification est personnelle et par exemple le cas d'un électricien qui a changé d'employeur, qui a été habilité Q2, est-ce qu'elle est valable pour que son nouvel employeur puisse se positionner sur le marché de ces bornes? Alors là encore, la précision est pas. Je ne peux pas être affirmatif, parce que je n'ai pas lu de texte là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que l'habilitation que l'on reçoit, elle est nominative. Quand on va faire la formation, on en repart avec un certificat de suivi de formation sur lequel il y a notre nom et notre prénom. Mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas en affirmer plus aujourd'hui. Ok, à creuser donc.
Même chose, là, un conseil, puisque tu as suivi ce parcours, enfin tu en as suivi au moins l'un des deux. La question, est-il plus facile de monter un dossier chez Califelec ou AFNOR pour obtenir l'agrément? Alors moi, je l'ai monté chez Califelec. Mais je l'ai monté chez Califelec. J'ai fait partie des 12 ou 15 premiers qui ont déposé un dossier chez Califelec. Autant dire qu'ils avaient aussi débroussaillé pas mal le sujet de leur côté. Donc moi, ça a été un peu complexe. Je sais que chez Califelec, ils sont très rigoureux dans le dossier sur le type d'instrument de mesure que l'on a. Ils nous demandent leur référence, ils nous demandent le numéro de série des appareils. On doit leur envoyer le dossier complet de 3 bornes de recharge déjà réalisées, avec les notes de calcul, les schémas. Donc je sais que chez Califelec, le cadre est très large et très haut. Après, chez AFNOR, je n'ai pas plus d'indications que ça. Ça me semblerait plus simple, d'après ce que j'ai compris. C'est à peu près tout ce que je peux en dire, parce que je me suis qualifié que d'un côté. Que j'imaginais. Dans les labels, cette fois-ci, on ne parle plus des qualifications obligatoires, mais plutôt volontaires, optionnelles. On me demande la différence entre les labels EV Ready et ZE Ready. Alors, à l'origine, le tout premier constructeur automobile qui a décidé de vraiment se reposer la question de la fabrication et de la mise en vente d'un véhicule électrique, c'est Renault. Donc Renault, ils ont commencé il y a quelques années avec la Fluence, ZE Ready. Ils ont ensuite fait le Kangoo ZE Ready et puis ensuite la Zoé. Et ils se sont rendus compte, je pense à l'époque, ça c'est une approximation peut-être un peu personnelle, mais ils se sont rendus compte à l'époque qu'il ne fallait peut-être pas reproduire la problématique du véhicule GNV, où le marché s'est bien cassé la figure quand même avec quelques explosions dans les parkings, entre autres. Et ils ont dû aussi trouver que le peu de normes ou de règles de bonne pratique qui existaient à l'époque était peut-être un peu léger par rapport à la nécessité d'être hyper sécurisé quand on fait de la recharge des véhicules électriques. Donc, ils ont posé sur la table un label qui s'appelait ZE Ready, qui était un label non obligatoire. Je vous rappelle qu'un label ne sort pas d'un décret. Un label, c'est une attestation de qualité, de suivi de formation. Donc, ils ont imposé pour leurs véhicules et pour les installateurs de bornes de leurs véhicules un label ZE Ready, qui au début était regardé de très très loin par un petit peu tout le monde. Et puis finalement, les administrations, parce que moi je suis installateur depuis le tout début, donc les administrations se sont dit, en l'absence de tout autre document, on sait que Renault sont des gens sérieux, ils ont sorti un label, nous on va l'exiger dans nos installations. Donc moi je l'avais suivi et j'ai commencé à le produire assez régulièrement. Et au final, l'ensemble des fabricants de véhicules électriques se sont dit que sans doute ce label était loin d'être inintéressant, et donc ils ont, eux, créé le EV Ready, mais ils ont fait une petite différence avec Renault, c'est qu'ils sont allés le porter à l'Assemblée nationale, et ce EV Ready est devenu un décret et est devenu cette habilitation obligatoire. Donc voilà la différence entre les deux, c'est que le ZE Ready est un label de qualité, on ne peut pas dire qu'il est exigé et qu'il est obligatoire. Par contre, le EV Ready, c'est-à-dire la formation que vous allez suivre pour être habilité, lui est obligatoire. Pour finir, pour être un peu plus précis, le ZE Ready aujourd'hui existe encore et il est passé un petit peu au-dessus du EV Ready en ayant d'autres exigences qui vont plus sur la qualité de service, la qualité de la gestion de l'énergie, la continuité de service quand il y a 2 véhicules devant une borne. Vous voyez, ils sont allés un petit peu plus loin, mais il englobe la totalité du EV Ready par contre. Je pense que c'est clair. Merci Dominique. Plusieurs questions sur le marché électricité. Je pense que ta présentation de la croissance du marché du véhicule électrique a amené pas mal de participants à se poser des questions sur notre capacité en France de produire suffisamment d'énergie électrique pour alimenter ce parc, en plus dans une logique de réduction du parc nucléaire, etc. Dans les projections, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des infos? Alors,
les projections qui ont été faites par tous ceux qui se sont mis autour d'une table il y a quelques années en disant « Allez, on va vers le véhicule électrique », sont aujourd'hui des projections d'évolution du marché qui sont très bons pères de famille, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'évolution du véhicule électrique continue la progression qu'il a actuellement, même si la courbe a tendance à quand même grandir de plus en plus, vous avez vu, c'est pas linéaire, hein, c'est bien meilleur que ça. Normalement, vu les projections, le réseau électrique français, avec sa qualité de distribution, donc là je parle de RTE, et sa qualité de production, est à même de fournir l'énergie nécessaire à ces véhicules jusqu'en 2034. C'est-à-dire que jusqu'en 2034, si les installateurs de bornes de recharge n'installent pas que des bornes de recharge 43 kVA, si les fabricants de véhicules électriques continuent de fabriquer des voitures très efficaces au niveau des batteries pour pouvoir avoir le meilleur rapport énergie embarquée, kilomètres, etc., si tout le monde joue bien le jeu, eh bien, on est tranquille aujourd'hui jusqu'en 2034. Mais même s'il y a des arrêts de réacteurs nucléaires, parce que l'idée aujourd'hui, alors je ne l'ai pas mis dans mes slides parce que je pensais que ça irait trop loin dans l'explication, mais je vais vous la faire quand même sans dessin. Alors, je vais vous demander un petit peu d'attention. Aujourd'hui, on sait que sur le réseau français, les pics de consommation se situent globalement aux alentours de 8 h du matin et de 16 h, 17 h le soir. Entre ces deux pics de consommation qui correspondent au démarrage des usines et à la remise en route globalement du chauffage électrique vers 17 h, on sait qu'entre 17 h et le lendemain 8 h du matin, on va avoir tout un tas de réacteurs nucléaires qui vont tourner, comme on dit, à vide parce que la consommation va être très faible. On va de plus en plus vers des maisons RT 2012, donc on va de moins en moins vers des maisons chauffage électrique. Donc la nuit, il ne se passe plus grand-chose, en exagérant un petit peu, sur le réseau électrique français. Donc l'idée, c'est de recharger les véhicules électriques la nuit, déjà, et de ne pas les recharger en journée. Donc on va sûrement avoir des incitations fiscales, des incitations de tarifs, etc., pour recharger nos véhicules électriques plutôt la nuit. Et la deuxième option qui est envisagée et qui est en train de poindre son nez très sérieusement en France, mais qui est déjà réalisée au Japon et en Chine, c'est une possibilité de venir repuiser l'énergie électrique qui a été stockée dans les batteries des véhicules la nuit, pour partie, la repuiser et la remettre sur le réseau justement à 8 h du matin, là où il y a le premier pic. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'arasement du pic de début de journée. Et ça se fera bien évidemment avec un contrat avec Enedis. Sachez qu'aujourd'hui, la totalité des véhicules électriques et une grande partie des bornes de recharge sont déjà aptes à ça. Le nom réel de cette technologie s'appelle le Vehicle to Grid. Il existe aujourd'hui le Smart Grid, pour ceux qui connaissent. Là, on parle du réseau complet de distribution d'énergie. Et le Vehicle to Grid est capable aujourd'hui, dès qu'on déclenchera en France, avec un contrat, bien évidemment, de remettre à disposition toute ou partie de l'énergie qu'on a stockée dans sa voiture la nuit sur le réseau. Donc, grâce à ce mécanisme, grâce à une bonne gestion du parc des véhicules, grâce aussi aux maisons RT 2012 et bientôt RT 2020, celles qui vont produire plus d'énergie qu'elles en consomment, on est tranquille jusqu'en 2034. Ok, intéressant comme précision. Je vais prendre une dernière question, puisque le temps a passé, on est déjà un tout petit peu en débord. Lié vraiment au marché, aujourd'hui, la plupart des Français laissent leur véhicule au garage et pour cause. Du coup, il y a une question qui porte sur le marché. Est-ce qu'il est encore porteur actuellement, ce marché-là? Alors, écoutez, moi je peux non, je ne vais pas te répondre personnellement, il faut que je réponde à tout le monde, pardon. Alors moi qui suis dans ce marché-là, en termes de chiffre d'affaires, pour moi, là tu veux parler du confinement en fait, hein, je suppose, et bien moi pour moi le confinement n'a rien changé en termes de business, si ce n'est que pour l'instant je ne peux pas faire d'installation parce que j'ai fait le choix de ne pas aller au contact de mes clients potentiels pour l'instant, mais aujourd'hui, alors si je vous fais un bilan, aujourd'hui j'ai 3 clients
particuliers qui m'attendent depuis le début du confinement, qui souhaitent que je leur fasse un devis et donc potentiellement une installation. Et j'ai eu 2 nouvelles demandes sur les 48 heures passées. Donc aujourd'hui, je suis à 5 clients industriels pour lesquels pour 3 desquels j'avais même des installations programmées que je ne peux pas faire. Donc aujourd'hui, pour moi, le marché, il n'a pas changé. Il est même peut-être un peu en évolution. Et je pense, si je peux me permettre, que c'est le moment de faire des formations. D'autant que je crois savoir que Schneider Electric a prévu de mettre à disposition les formations dont je vous ai parlé juste avant sous format digital. C'est-à-dire que ces formations seront disponibles en ligne. Je pense, Gilles, que tu donneras le lien dans le chat, hein, c'est ça? Je viens de le faire à l'instant, effectivement. D'accord. Les formations Donc, qui donnent accès moi, en tout cas, ces formations, je les ai passées, donc j'ai pu les passer, mais je vous inciterai fortement en ce moment à passer ces formations, à faire votre demande d'habilitation chez Qualifelec ou chez AFNOR et à vous préparer pour ce marché, parce que moi, c'est un marché auquel je crois beaucoup. C'est un marché qui est important pour moi, qui est une assez grosse part de mon chiffre d'affaires et qui est en progression permanente. Donc, je peux vous donner un chiffre. Hein. Je suis aujourd'hui à plus de 190 bornes installées. Si quelqu'un doutait encore que ce n'était pas un marché, voilà le chiffre. Pour moi, en tout cas. Du résidentiel et du tertiaire, c'est ça, Dominique? Oui. Là, je suis sur tous les marchés. Hein. Okay. Écoutez, il y a des tonnes de questions auxquelles on ne saura pas répondre en live, en direct. Je vous prie de nous en excuser, c'est que vous êtes très intéressés par le sujet et nombreux. On vous en remercie. Comme l'a dit Dominique, toutes les questions feront l'objet d'une réponse en différé que vous retrouverez via un lien qui vous sera envoyé dans quelques jours, accessible par votre espace client, le replay de cette formation et la foire aux questions. Dernier point, excusez-moi, je vous l'envoie à l'instant dans le chat. On est très curieux, on aimerait avoir votre avis sur ce webinaire, savoir si techniquement ça vous a convenu, si le sujet traité vous intéressait, etc. En attendant, celui que nous aborderons la semaine prochaine sur la maison connectée. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine, je l'espère. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci de votre écoute.